et président du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle. Monsieur le premier président de la Cour de cassation. Monsieur le procureur général près la Cour de cassation. Monsieur le premier président du Conseil d'État. Monsieur le procureur général près le Conseil d'État. Messieurs le premier président de la Haute Cour militaire, Messieurs l'auditeur général près la Haute Cour militaire, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et chers collègues, honorables membres du bureau du Sénat, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le premier président de la Cour des comptes, Monsieur le procureur général près la Cour des comptes, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement national, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Messieurs les chefs des confessions religieuses, Messieurs le commandant de la 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un profond sens du devoir républicain et un attachement constant aux valeurs de notre démocratie que je prends la parole ce jour devant cette auguste Assemblée à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2026, telle que prévue par les dispositions pertinentes des articles 115 de la Constitution et 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La date légale et réglementaire du 15 mars, tombant cette année un dimanche, l'ouverture solennelle de cette session se tient aujourd'hui, lundi 16 mars, premier jour ouvrable qui suit la date constitutionnelle d'ouverture de la session. Honorables députés, chers collègues, cette session s'ouvre dans un contexte international marqué par des profondes mutations géopolitiques, des tensions sécuritaires persistantes dans plusieurs régions du monde, ainsi que des incertitudes économiques qui affectent les chaînes d'approvisionnement, les marchés financiers et les équilibres énergétiques. Les rivalités stratégiques autour des ressources naturelles critiques, indispensables à la transition énergétique et aux technologies du futur, redessinent progressivement les rapports de puissance entre les États. Plus récemment, les escalades au Moyen-Orient nous rappellent combien la paix est si fragile et combien les drames humanitaires interpellent la conscience universelle. Cette situation place les nations face à l'exigence de la résilience et d'adaptation. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'échappe pas à cette réalité. Dans ce nouvel environnement mondial, notre pays, la République démocratique du Congo, occupe une place particulière et est appelé à jouer un rôle croissant dans la recomposition
économique et géopolitique mondiale du fait de l'abondance des ressources stratégiques, de sa position géographique au cœur du continent africain et de son grand potentiel démographique et économique. La RDC doit néanmoins continuer à affirmer sa vocation de nation responsable, attachée à la paix et au respect du droit international. Cependant, au moment même où ces opportunités se dessinent à l'horizon, notre nation continue d'être éprouvée par une situation sécuritaire préoccupante dans sa partie orientale. Les violences armées, les déplacements massifs et récurrents des populations et les atrocités commises contre les civils continuent d'affliger nos compatriotes avec un très lourd bilan en pertes humaines. À cela s'ajoute la destruction environnementale, l'effritement quasi total du sont en proie à l'agression du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 qui occupent depuis début 2025 des portions du territoire national dont les villes de Goma et de Bukavu au mépris de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale et de toutes les règles du droit international. L'occupation temporaire de la ville d'Oubira au mois de décembre 2025 avait provoqué des déplacements massifs des milliers de compatriotes, principalement vers le Burundi et la Tanzanie. Leur retour volontaire est attendu dans les prochains jours. Au Nord Kivu, notamment en territoire de Beni et Lubero, et dans une partie de l'Ituri, les ADF continuent de causer mort et désolation. Ce groupe terroriste radical, affilié à l'État islamiste depuis 2017, mène des attaques meurtrières contre les civils dans une guerre asymétrique d'une brutalité hors pair, comme c'est le cas depuis le 11 mars dans les villages de Muchacha, Avungu et Pengue dans les territoires de Mambasa en Ituri. Toujours sur les registres sécuritaires, il subsiste d'autres préoccupations urgentes qui exigent du gouvernement une action plus soutenue. Il s'agit notamment de la milice Mobondo qui continue de poser des actes de violence et d'exaction dans les provinces de Maïndombe, du Kwango, du Kwilu et dans les périphéries de la ville de Kinshasa. De la criminalité urbaine avec le phénomène Kuluna, principalement ici dans la ville de Kinshasa. Face à cette situation sécuritaire préoccupante et complexe, les forces de défense de la République démocratique du Congo, soutenues par le peuple congolais, restent engagées et plus que déterminées à défendre la patrie et à protéger nos compatriotes. C'est ici le lieu de saluer le patriotisme, la bravoure et la résistance de nos compatriotes dans les territoires occupés qui refusent de se soumettre à cette imposture de l'occupation étrangère de nos terres en complicité avec quelques compatriotes égarés. Honorables députés, chers collègues, trop c'est trop. Voilà pourquoi nous devons donc, quel qu'en soit le prix, tous unis derrière le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces de défense et de sécurité, nous mettre debout, conformément à l'article 63 de notre Constitution, assumer notre droit et notre devoir sacré de restaurer la paix et la défense de l'intégrité de notre territoire. Congolais totéléma. Honorables députés, chers collègues, avant de poursuivre mon propos de ce jour, je nous prie de bien vouloir consacrer un moment de recueillement en mémoire de nos compatriotes, civils et militaires, qui ont perdu leur vie de janvier 2025 à ce jour, de suite de cette guerre injuste dans l'est de notre pays, des massacres perpétrés par les ADF, de la violence des Mobondo et de la précarité des conditions de vie dans des camps de réfugiés. De nombreux compatriotes ont également péri dans des naufrages
sur le fleuve Congo, sur nos rivières et sur nos lacs. Des éboulements ont également emporté une vingtaine de vies humaines dans les sites miniers de Toulizembe et de Safi dans la province du Lualaba. Et dans le Nord Kivu, plus de 800 autres concitoyens sont morts en l'espace d'environ 40 jours dans la série d'éboulements survenus dans les périmètres miniers de Rubaya, dans les Massissi, après des pluies diluviennes dans un contexte de creusage intensif et illégal des mines orchestré par le Rwanda, bar M23 AFC, laissant la population dans un état de choc. Une pensée pieuse également en mémoire de nos collègues députés en fonction et honoraires qui nous ont quittés. Il s'agit notamment de l'honorable Patrice Kitebi Kibonvoul, député en fonction, de l'honorable Anzulu Nimbembe, président honoraire, de l'honorable Marie Kassavubu Kiatazabou, député honoraire, de l'honorable Roland Lumumba, député honoraire, de l'honorable Félix Robert Mukadiwaba Kachama, député honoraire. Sur ce, je nous prie de bien vouloir nous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Nous pouvons nous rasseoir. Honorables députés, chers collègues, dans cette tragédie prolongée dans la partie orientale de notre pays, les femmes congolaises portent un fardeau particulièrement lourd. Violences sexuelles, perte de leurs proches, déracinement, précarité extrême et j'en passe. Malgré ces souffrances indicibles vécues durant plusieurs décennies, les femmes de l'Est de notre pays, faisant preuve d'une résilience hors du commun, affrontent chaque jour de leur vie avec une dignité et un optimisme admirables. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, au nom de tous les peuples congolais, rend un hommage mérité à leur courage et réaffirme son engagement à soutenir les initiatives visant à restaurer la paix, la justice, la réparation pour les victimes et à lutter contre les inégalités de genre. Chaque année, le 8 mars marque la célébration de la Journée mondiale de la promotion des droits de la femme. Le mois de mars, mois de la femme, nous rappelle que la promotion des droits de la femme n'est pas seulement une exigence morale, mais un impératif de développement et de stabilité pour chaque nation et pour toute l'humanité. Ensemble, nous avons le devoir de construire un avenir plus juste et plus égalitaire pour toutes les Congolaises, et ce, en reconnaissance de leur contribution substantielle à la vie de notre nation. C'est dans cette optique qu'il sied de souligner le rôle de champion de masculinité positive efficacement joué par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son avènement à la magistrature suprême, a su démontrer que la masculinité ne signifie ni la domination et encore moins la violence, mais plutôt le respect, la solidarité et l'engagement en faveur de l'égalité des sexes et le respect des droits des femmes. Pour preuve, c'est grâce à son action que la représentativité de la femme dans les institutions a connu des progrès très significatifs au cours des dernières années. À titre illustratif, le taux de représentativité de la femme au sein du gouvernement central est passé de 9,5% en 2016 à 32% aujourd'hui dans un gouvernement dirigé pour la toute première fois de notre histoire par une femme en la personne de Madame Judith Suminwa Tsholuka. De même, je voudrais saluer la présence
des 3 formidables collègues femmes députées nationales au sein du bureau de notre Chambre, sans oublier celle qui dirige les 3 commissions permanentes et le comité de sages. Dans l'ensemble, et contrairement aux législatives précédentes, le nombre de nos collègues femmes qui jadis ne dépassait pas 55 est aujourd'hui de 73 députés. Mon souhait le plus cher est que cette tendance haussière se poursuive. Je voudrais ici, au nom de tous mes collègues hommes, saluer votre engagement, votre courage et votre détermination. Vous portez avec dignité la voix, les aspirations et l'espérance des millions de Congolaises longtemps sous-représentées dans la vie publique. Votre persévérance, votre présence plutôt, renforce la légitimité et la richesse de notre démocratie, car une nation ne se construit plus solidement que lorsque les femmes participent pleinement à l'élaboration des lois et aux grandes décisions de la République. Veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance et de nos encouragements à poursuivre avec la même ardeur votre noble mission au service de la nation. Honorables députés, estimés collègues, pour revenir à la question sécuritaire, je voudrais préciser que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé le 27 juin 2025 à Washington, a pour objectif principal de mettre fin à ce cycle infernal d'insécurité dans l'est de notre pays. Cet accord, conclu sous les auspices de la communauté internationale et validé par les 2 chefs d'État en présence du président des États-Unis d'Amérique le 4 décembre 2025, constitue une étape décisive dans la recherche d'une paix durable dans la région de Grand Lac. Il appartient désormais à notre Parlement d'examiner avec responsabilité le projet de loi autorisant la ratification de cet accord de paix, réceptionné des mains de Madame la Première ministre le samedi 7 mars 2026. Cet examen devra être mené dans l'intérêt supérieur de la nation, avec la conviction que la paix véritable repose à la fois sur la sécurité, la justice et le respect de la souveraineté de chaque État. Qu'il me soit permis ici de réitérer solennellement l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner avec responsabilité et vigilance la mise en œuvre de cet accord dans l'intérêt supérieur de la sécurité des populations et de la stabilité régionale. Je voudrais aussi saluer le rôle central joué par les États-Unis d'Amérique et son président, dont l'implication personnelle a contribué à la création des conditions pour un dialogue responsable entre les 2 États et un engagement ferme vers une paix durable. Les sanctions récentes imposées par l'administration américaine contre l'armée rwandaise et 4 de ses généraux constituent à cet égard un signal fort et une preuve éloquente que la communauté internationale est désormais résolue à veiller au respect par toutes les parties des engagements pris. Honorables députés élus légitimes du peuple congolais, dans la même dynamique diplomatique, notre pays a conclu le 4 décembre 2025 à Washington avec les États-Unis d'Amérique un accord de partenariat stratégique. Ce partenariat ouvre des perspectives importantes dans les domaines des investissements, de la sécurité, de la valorisation responsable de nos minerais stratégiques, ainsi que du développement des infrastructures et des chaînes de valeurs industrielles. À ces sujets, il me paraît nécessaire de recadrer avec fermeté certains compatriotes malveillants qui ont récemment tenu des propos erronés fondés sur des informations inexactes et ne reflétant ni le contenu réel ni l'esprit de cet accord. À ma connaissance, cet accord n'entame en rien ni la souveraineté de notre pays et ne branle nullement les actifs miniers.
Il vise au contraire à renforcer les capacités de la République démocratique du Congo, à valoriser ses ressources stratégiques et à consolider des partenariats transparents et mutuellement bénéfiques. Je suis d'avis que dans un débat national qui mérite rigueur et stabilité, il est essentiel que les prises de position publiques s'appuient sur des faits établis plutôt que sur des interprétations subjectives susceptibles d'induire notre peuple en erreur. C'est de notre responsabilité commune. Par ailleurs, je tiens à réaffirmer avec force que cet engagement ne restreint aucunement l'ouverture de notre pays aux autres investissements internationaux. Bien au contraire, au regard de l'abondance et de la diversité de ses ressources, notre pays demeure une terre d'opportunités ouverte à tous les partenaires de bonne foi. Au-delà du secteur minier, des perspectives considérables existent notamment dans l'agriculture et la transformation des produits agricoles, le tourisme, l'énergie, les télécommunications et bien d'autres domaines porteurs de croissance, d'emploi et de prospérité partagée. C'est dans cet esprit d'ouverture, de coopération équilibrée et de développement durable que la République démocratique du Congo entend poursuivre son engagement avec la communauté internationale. Il sied toutefois de rappeler que la mise en œuvre de cet accord stratégique est tributaire, d'une part, de l'amélioration du climat des affaires et, d'autre part, de l'augmentation significative de la production en énergie électrique pour faciliter la transformation locale de ces minéraux. C'est dans cette perspective que l'Assemblée nationale attend de recevoir pour examen le projet de loi sur le barrage d'Inga. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale aura également à se prononcer sur la ratification de cet accord dont, à notre humble avis, l'ambition n'est rien d'autre que celle de contribuer à la transformation de notre potentiel économique en réelle prospérité pour le peuple congolais. Honorables députés, chers collègues, au-delà de ces accords, la diplomatie congolaise prend son élan dans l'espace international. En effet, notre pays assume aujourd'hui des responsabilités majeures sur la scène internationale. Son élection comme membre à la fois du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, sa présence à la Commission de paix et sécurité de l'Union africaine traduisent la confiance que la communauté internationale et l'ensemble des peuples des Nations unies placent dans le rôle qui est le nôtre dans le monde et sur le continent africain. Dans la même dynamique, la candidature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie traduit notre volonté de participer davantage à l'orientation stratégique de cette communauté des nations, unie par la langue française, mais surtout par des valeurs communes de solidarité, de dialogue et de coopération. Soutenir cette candidature, c'est affirmer que l'Afrique, et singulièrement la République démocratique du Congo, constitue désormais l'un des principaux foyers d'expansion, de créativité et de rayonnement de la langue française dans le monde. C'est dans cet esprit que l'Assemblée nationale entend accompagner avec détermination la candidature de notre compatriote, Mme Juliana Amato Lumumba, portée par le gouvernement de la République démocratique du Congo à la fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Premier pays francophone du monde, la République démocratique du Congo possède une légitimité particulière pour porter cette ambition et promouvoir une francophonie plus dynamique, plus inclusive et davantage tournée vers les défis contemporains. Par ailleurs, la République démocratique du Congo accueillera en 2027 la prochaine réunion du réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je ne doute point de la réussite de ces rendez-vous internationaux grâce au dynamisme et au savoir-faire du réseau des jeunes parlementaires de notre Chambre. Honorables députés, estimés collègues,
Au plan intérieur, notre nation s'apprête à s'engager dans un important processus de consolidation démocratique et institutionnelle. Dans ce contexte, la perspective d'un dialogue national évoquée par plusieurs acteurs de la vie politique et sociale devra être examinée avec responsabilité et lucidité. Pour ma part, tout dialogue national sincère doit avoir pour objectif de renforcer la cohésion nationale, de consolider nos institutions et de préserver l'unité de la République. Il ne saurait en aucun cas servir de blanchisserie ni d'opportunité pour fragiliser l'ordre constitutionnel établi et encore moins remettre en cause les acquis démocratiques de notre pays. Dans cette perspective, l'Assemblée nationale accompagnera volontiers toute initiative de dialogue sur le sol congolais engagée sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arbitre des institutions et garant de leur bon fonctionnement. Honorables députés, chers collègues, s'agissant de la gouvernance économique, l'un des défis majeurs auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés demeure celui de la mobilisation accrue des recettes publiques. La maximisation des ressources internes constitue une condition essentielle pour financer nos politiques publiques, renforcer les services sociaux de base et soutenir les investissements structurants dont notre pays a grandement besoin. La question de la maximisation des recettes publiques se pose aujourd'hui avec une acuité particulière dans un contexte d'une économie nationale caractérisée par deux évolutions simultanées. D'une part, l'appréciation progressive du franc congolais face au dollar américain, qui constitue en soi un signal encourageant des stabilités macroéconomiques, mais qui exerce néanmoins un effet mécanique de contraction de certaines recettes de l'État libellées en dollars. D'autre part, l'aménuisement temporaire des recettes issues du secteur minier, dont une part importante est rapatriée en dollars américains, impose au gouvernement un effort accru d'adaptation budgétaire. Ce défi intervient paradoxalement au moment où les perspectives du marché international du cobalt, minerai stratégique dont la RDC détient plus de 60% des réserves mondiales, redeviennent favorables à la suite de la politique de rétention des stocks mise en œuvre par le gouvernement depuis plus d'une année pour soutenir les prix. Dans ce contexte, je suis d'avis que pour consolider durablement les finances de l'État, il appartient au gouvernement de mettre en œuvre des mécanismes innovants et rigoureux de mobilisation des ressources internes susceptibles de compenser les fluctuations conjoncturelles du secteur extractif. De même, la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, la corruption et les circuits économiques informels doit donc demeurer une priorité constante de l'action publique. L'Assemblée nationale, au travers d'un suivi régulier de l'exécution du budget de l'État et par un contrôle parlementaire efficace, s'acquittera volontiers de sa mission d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de maximisation des recettes publiques. Dans cette optique, le gouvernement est convié à soumettre au Parlement le projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2026 afin d'ajuster certaines prévisions budgétaires aux réalités économiques actuelles et aux nouvelles priorités nationales. Le collectif budgétaire 2026 s'impose à nous, d'autant plus que depuis le mois de janvier, nos régies financières accusent un déficit en termes de recettes et les indicateurs macroéconomiques renseignent que cette situation risque de perdurer. À cet effet, j'invite le gouvernement à ne pas perdre de vue l'impérieuse nécessité de s'assurer de la bonne exécution des dépenses contraignantes avec en priorité celle de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi, le gouvernement
devrait-il s'assurer de l'exécution optimale des dépenses en capital en vue de maintenir le rythme de croissance économique enregistré au cours des dernières années. Dans cette perspective, il est donc important que le gouvernement applique pleinement l'orientation du président de la République, chef de l'État, de rationaliser les structures de l'État en élaguant certaines agences et autres excroissances étatiques budgétivores afin d'asseoir la soutenabilité de notre budget en matière de dépenses publiques. Toujours en matière de finances publiques, notre Assemblée aura également l'opportunité d'innover dans ses pratiques parlementaires avec l'organisation du tout premier débat d'orientation budgétaire programmé pour le 10 juin prochain. Ce débat permettra à l'Assemblée nationale d'examiner en amont les grandes orientations de la politique budgétaire du gouvernement telles que déclinées dans les cadres budgétaires à moyen terme 2027-2029, d'en débattre publiquement et d'y apporter des contributions nécessaires avant l'élaboration du projet de loi des finances de l'exercice budgétaire 2027. Il s'agit ici d'une avancée significative dans le renforcement de la transparence budgétaire, de la redevabilité et du contrôle du Parlement. La section sur les investissements publics de ce cadre budgétaire à moyen terme sera substantiellement enrichie par l'intégration des projets socio-économiques à impact visible sélectionnés par les honorables députés dans leurs circonscriptions électorales respectives. Honorables députés nationaux, chers collègues, dans le même élan de redevabilité, qu'il me soit permis en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, votre humble serviteur, de présenter brièvement les rapports de mes activités pendant les dernières vacances parlementaires. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, j'ai séjourné du 27 janvier au 2 février au Monténégro, où j'ai pris une part active aux travaux du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en marge desquels une réunion spéciale sur la situation sécuritaire de la RDC a été organisée. Immédiatement après, du 3 au 8 février 2026, j'ai eu le privilège d'être associé au voyage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, numéro 1 de la diplomatie congolaise aux États-Unis d'Amérique. Durant ce séjour, j'ai participé à différentes réunions stratégiques. Ensuite, du 19 au 27 février 2026, je me suis rendu dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu, successivement à Beni, Oicha, Butembo, Lubero, Lukanga, Kasindi et Mutsora, afin de réconforter nos compatriotes qui vivent dans un contexte sécuritaire et humanitaire particulièrement difficile. C'est ici le lieu pour moi de remercier sincèrement les collègues que j'avais trouvés sur place et ceux qui m'ont accompagné pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et l'organisation réussie de mon séjour. À chaque étape, j'ai tenu à transmettre un message clair de paix, d'espoir et de solidarité nationale et de cohésion entre communautés. J'ai également rassuré nos compatriotes sur la ferme détermination et l'engagement indéfectible du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, à œuvrer pour la restauration de la paix durable dans ces contrées. J'ai fidèlement transmis le soutien patriotique de la représentation nationale à nos forces de défense, les FARDC ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, qui se battent au quotidien avec courage et abnégation pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Les échanges directs avec les autorités locales, les leaders communautaires, les confessions religieuses, les déplacés internes, les victimes d'actes odieux de violences sexuelles et les représentants des forces vives nous ont permis de mieux comprendre l'ampleur de la souffrance et les attentes de nos compatriotes sur terrain. Cette visite m'a également permis d'inspecter les travaux en cours reliant l'Ouganda à la République démocratique du Congo
via la RN4 qui mène vers Beni et Butembo, où les travaux progressent normalement avec la construction de plusieurs ponts sur différentes rivières. Ma visite à Mutsora, située au pied de Virunga, m'a permis de compatir avec la population à la suite d'un éboulement avec des dégâts humains et matériels importants. Pour votre gouverne, la station de Mutsora est le point de départ du couloir vert Kivu-Kinshasa. C'est aussi le site de production du chocolat Virunga et d'autres produits à base de cacao. Ce couloir, qui s'étend de Beni à Kinshasa, constitue l'une des initiatives structurantes les plus prometteuses pour l'avenir de notre pays. Il offre une opportunité stratégique unique pour dynamiser les chaînes de valeurs agricoles et forestières, protéger l'environnement, créer des milliers d'emplois pour nos jeunes, renforcer la résilience climatique et promouvoir un développement socio-économique inclusif. Ainsi, le couloir vert participe à la consolidation de la paix tant recherchée. Les 3 derniers jours de mon séjour à Beni étaient consacrés à la participation au Forum provincial de paix sur la problématique des ADF, dont j'ai eu le privilège de lancer et de clôturer les travaux. Ce forum, le tout premier de cette envergure, a réuni différents acteurs concernés avec l'objectif principal d'uniformiser la compréhension de cette menace terroriste et de susciter l'engagement de tous les acteurs locaux et régionaux en vue de restaurer la paix durable dans la région. Il est évident que par sa nature, ce mouvement terroriste requiert une approche globale, intégrée et multisectorielle, combinant la mobilisation des efforts tant au niveau régional qu'international. Par conséquent, je suis d'avis que le gouvernement devrait relever le niveau d'attention accordé à cette grave menace terroriste dans ses échanges avec les partenaires internationaux et plus particulièrement dans la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda et de celui de partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Honorables députés, estimés collègues, vous conviendrez avec moi que face à tous ces défis sécuritaires, économiques et sociaux qui interpellent notre nation, l'heure n'est pas aux divisions internes, mais plutôt au rassemblement de toutes les forces vives de la nation pour faire échec à l'ennemi. Pour y arriver, j'exhorte toutes les Congolaises et tous les Congolais, de tous bords, de mettre de côté leurs divergences et de se ranger comme un seul homme derrière le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, garant de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Avant de regagner Kinshasa, j'ai effectué une escale à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où j'ai pu visiter les travaux de modernisation en cours de l'aéroport de Bunia ainsi que la construction de l'université de Bunia et des travaux de la voirie urbaine. Honorables députés, estimés collègues, la session qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce particulièrement dense. Elle exigera de chacun d'entre nous un sens encore plus élevé de responsabilité, de rigueur et de patriotisme. Les peuples congolais attendent de ses représentants un travail parlementaire plus engagé, constructif et orienté vers des solutions concrètes. S'agissant de l'action législative, il vous souviendra qu'à la clôture de la dernière session ordinaire, j'avais présenté la situation des propositions de loi jugées recevables par la plénière et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi. Ainsi, j'exhorte nos commissions permanentes de procéder à l'examen en toute diligence de ces propositions de loi et de transmettre les rapports relatifs au bureau de l'Assemblée nationale. Nous aurons ainsi fait œuvre utile en reconnaissance des efforts des collègues initiateurs de ces textes de loi. Dans le même ordre d'idées, je tiens à porter à la connaissance de l'auguste Assemblée que pour cette session, votre bureau a enregistré
un nombre considérable de propositions de loi dont la programmation pour débat général se fera selon les priorités. Pour ce qui est de l'exercice de sa mission de contrôle parlementaire, notre Chambre a fait montre d'efficacité en adoptant au cours de sa dernière session, à compter de mon installation, un total de 264 recommandations et 21 résolutions. Toutes ces recommandations et résolutions seront incessamment transmises par votre bureau, selon le cas, aux institutions concernées, ainsi qu'à notre commission permanente suivi et évaluation, conformément à l'article 28, alinéa 8 de notre règlement intérieur. S'agissant des recommandations adressées au gouvernement, je tiens à rappeler que le suivi de leur mise en œuvre sera facilité par le ministre des Relations avec le Parlement qui assure l'interface entre nos deux institutions. Estimés collègues, comme promis à l'entame de mon mandat, notre Chambre ne doit plus rester dans l'attentisme face aux défis auxquels notre pays est confronté. Dans un élan de proactivité, nous nous emploierons désormais à contribuer à la recherche des solutions au travers des réflexions et analyses qui seront publiées sous forme de rapports. À titre d'information, des réflexions sont en cours sur deux questions d'intérêt national, à savoir l'insécurité à l'est de la RDC, le phénomène Mobondo. Au cours de cette session, d'autres réflexions seront menées sur les sujets ci-après, de la maximisation des recettes publiques, de l'exploitation et de la fraude de l'or à l'est de la République démocratique du Congo, du défi de l'amélioration du climat des affaires dans le cadre du partenariat stratégique États-Unis-RDC et de la mise en œuvre du couloir vert Kivu-Kinshasa que je viens de mentionner. Ces travaux permettront d'une part de mettre à profit toute l'expertise et la diversité des compétences que regorge notre Chambre et d'autre part d'enrichir notre action parlementaire. Estimés collègues élus légitimes du peuple congolais, les matières à examiner au cours de cette session feront de cette dernière un véritable rendez-vous avec la République, les peuples et l'histoire. Mon souhait le plus ardent est que cette session soit celle de l'unité, de courage et d'abnégation, et que les intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo demeurent en toutes circonstances notre seule et unique boussole. Que nos débats soient à la hauteur de ces attentes et que cette session transforme l'espérance en action, le dialogue en solution et la législation en progrès. Que nos décisions contribuent pleinement à la paix, à la stabilité et au progrès de notre pays. Que la République démocratique du Congo s'affirme comme État souverain, fort, protecteur de ses enfants et de leur avenir. Je demeure convaincu que viendra un jour où les enfants de Bunagana, Masisi, Rutshuru, Mangurujipa, Oicha, Goma, Nyiragongo, Sake, Minova, Kale, Bukavu, Walungu, Nyangezi, Uvira, Kwamut, Nkana, Pagata et d'autres, et de toute l'étendue de cette terre nous léguée par nos ancêtres, grandiront dans un pays en paix, uni, stable et fort et fier de lui-même. Un Congo pleinement maître de son destin. C'est avec cette ferme conviction et sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2026 de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Que vive le peuple congolais, que vive l'Assemblée nationale, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs. Étant ainsi épuisé, la séance est levée.
Avec votre autorisation, honorable président, le protocole mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.